Fakir Versailles, un podcast du Château de Versailles. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les coulisses de la rencontre entre le compositeur de musique électronique Fakir et le Château de Versailles. Invité à passer plusieurs jours en immersion complète dans l'atmosphère sonore du château, le musicien a créé Palace of Time, un titre original inspiré par les mécanismes d'horlogerie du palais. Le clip, tourné dans les jardins, la galerie des glaces et la galerie des batailles, vient magnifiquement mettre en image le dialogue entre l'artiste et les lieux. Je m'appelle Théo, j'ai 30 ans, je viens de Caen et je fais de la musique sous le nom de Fakir depuis une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai un parcours plutôt issu de la musique, instrumentale. Et donc, moi, je viens du rock, j'ai fait de la guitare, j'ai fait beaucoup d'instruments quand j'étais plus jeune. Et en fait, quand je me suis mis à faire de la musique électronique, au début des années 2010, c'était quelque chose qui était encore un petit peu ancré dans le monde du virtuel et du coup, un peu décrié par les puristes. C'est-à-dire par les instrumentistes, quoi. Donc, quand je suis passé du côté obscur, entre guillemets, ils m'ont dit tu vas faire de la fausse musique, tu n'auras pas un bout de bois et des cordes entre les mains. Et du coup, ça vient de là, en fait. C'est une sorte d'autovan, c'est fake ear, fausse oreille, parce que je fais de la fausse musique, quoi. Et la vraie musique, ça a commencé tout petit, en fait. Mes parents sont profs de musique tous les deux. Mon père en école de musique et ma mère en collège. Et du coup, ils m'ont mis au jardin musical quand j'avais 5-6 ans, je pense, un truc comme ça. Et puis, j'ai fait tout mon parcours en école de musique. Ils étaient un petit peu, pas anti-conservatoire, mais eux l'avaient fait, en fait, et étaient un peu réfractaires à la méthode académique, un petit peu sévère du conservatoire. Et du coup, j'ai été assez... j'ai eu une éducation musicale très souple, quoi. C'était mon père le prof. Si je retapais mon année, c'était pas grave. Il y avait un truc très détendu. Du coup, j'étais pas très bon parce qu'en fait, j'étais très détendu, un peu trop. Mais j'ai fait le parcours classique de solfège jusqu'au bout. Et puis ensuite, j'ai fait des classes spécialisées au lycée, musique, etc. Puis une fac de musicologie. Mais sans être un crack un peu dans mon domaine, c'était un peu la voie qui se présentait devant moi, avec laquelle j'avais le plus de facilité, qui était le plus évident. Le truc, c'était d'arriver à passer toute la phase d'apprentissage sans que ça devienne sans que ça devienne un fardeau. D'ailleurs, ça m'est arrivé peut-être il y a eu un moment, en fait, j'ai fait du saxophone pendant longtemps quand j'étais jeune, en école de musique, et puis ça dépendait vachement des profs, en fait, moi, mon ressenti et ma progression. Et puis je suis tombé sur un prof à un moment donné qui était peut-être un peu plus académique, en tout cas qui me donnait des devoirs un petit peu plus... Puis même, ça faisait 5-6 ans que j'en faisais, donc le niveau se corsait un peu. Et en fait, quand c'est devenu scolaire, ça m'a fait décrocher, j'étais plus motivé à en faire. Et mes parents m'ont laissé un peu libre de dire, ok, t'arrêtes, si ça te motive plus, t'arrêtes. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais repris de cours. Donc, je devais avoir, 12 ans. Et j'ai commencé à tout faire un peu avec mes bases de solfège, de saxophone, de musique que je connaissais. Donc, j'ai arpenté entre la batterie, la basse, la guitare, les instruments auxquels on a accès un peu quand on est au collège et qu'on comprend que ça plaît aux filles. Et du coup, je me suis mis à faire de la guitare en autodidacte et j'en ai fait pendant, 10-12 ans, un truc comme ça, quoi. J'avais des rêves de rockstar, quoi, mais je composais pas encore mes morceaux. J'ai pas vraiment... Peut-être mes premiers essais à la compo, c'était vraiment quand je suis arrivé en seconde, un truc comme ça, donc à 15-16 ans. Et puis c'était des morceaux de rock de lycée, on va appeler ce genre-là comme ça. Et ma première vraie chanson, je crois que j'ai dû l'écrire en première ou en terminale à la suite d'une rupture amoureuse, ce qui est un démarrage tout à fait banal dans le monde de la composition. Je me suis pas vraiment posé plus de questions que ça. Pour le coup, en sortant du lycée, j'étais un petit peu, comme tous les lycéens, un peu perdu. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je savais que ça allait tourner autour de la musique de toute façon, mais c'est de toute façon une voie qui est très dangereuse et très glissante parce que, déjà, réussir dans la musique, c'était pas vraiment mon objectif. Une fois que j'étais arrivé à mon bac, j'étais un petit peu... je m'étais un peu assis sur mes rêves de rockstar et je me disais, réalistement, qu'est-ce que je peux faire ? Et puis, je commençais à appréhender la musique avec l'angle de la production, c'est-à-dire avec l'angle des ordinateurs, de l'enregistrement en studio, etc. Du coup, évidemment, je me suis un peu tourné vers les BTS audiovisuels, faire ingénieur du son, bosser dans la technique, en fait. Et du coup, ça c'était mon objectif. Mais voilà, sortant de bac L, ayant pris une année sabbatique après mon bac pour voyager, j'avais un peu un profil pété, donc je me suis retrouvé un peu à la porte des BTS publics. Les écoles privées étaient trop chères.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais commencer une fac de musicologie. Comme ça reste dans la même direction. Il y a eu un moment donné, j'ai été tenté par le social, mais je pense que c'était plus une influence de mes groupes de potes qui étaient à ce moment-là tous, qui partaient tous dans cette voie-là, EduxP, etc. Moi, j'ai fait énormément de colo avec les enfants, tout ça. Donc, il y avait quelque chose qui me séduisait vachement là-dedans. Et puis finalement, j'ai l'impression que j'ai gardé un peu dans ma musique un truc très enfantin, très dessin animé, quoi. Mais oui, sinon, j'ai pas beaucoup dévié de la musique dans ma vie, quoi. Voilà. J'avais pas de réseau, et puis moi j'ai commencé à faire de la musique électronique avec un copain qui s'appelle Gabriel Legeleux, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Superpose, et qui fait de la musique électronique. Et en fait, on a un peu créé notre projet un peu en même temps, en s'apprenant un peu mutuellement. Moi, il m'a servi de mentor, et puis c'était un de mes meilleurs potes de lycée, donc il y avait vraiment quelque chose de très évident aussi là-dedans. Et puis en fait, dans notre ville, à Caen, tous les ans, il y avait un tremplin organisé par la salle de Caen, le Cargo, qui entre autres a vu naître Orelsan. Donc en fait, il y avait quelque chose de très cool autour du Cargo. Les professionnels prenaient la salle au sérieux, et les groupes régionaux très au sérieux. Donc on avait des yeux un peu sur nous. Et à ce moment-là, Superpose a gagné le tremplin du Cargo, et moi, je l'ai remporté l'année d'après. Du coup, ça a été assez rapide parce qu'on est passé de aucun réseau à d'un seul coup rentrer dans le circuit des professionnels de la musique, etc. Super rapidement, juste parce qu'il y avait les bonnes accointances à ce moment-là. C'était un truc d'être au bon endroit au bon moment, quoi. C'était facile de faire ses armes à Paris une fois qu'on avait été un peu adoubé par le Cargo. Et puis même dans les festivals du coin, je me souviens notamment, moi, le président du jury du tremplin de l'année où je l'ai fait, c'était Jean-Louis Brossard, le programmateur des Transmusicales de Rennes, qui est un énorme festival dans le Grand Ouest, qui est le festival un petit peu référence. Et en fait, le fait que j'ai gagné cette année-là et que ce soit lui le président du jury, ça m'a ouvert énormément de portes, en fait, comme ça, quoi. J'ai été le premier surpris dans le sens où j'ai vu en fait un message dans mes DM Instagram, en fait. C'était ça, quoi. J'ai reçu un DM du château de Versailles et je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc. Puis en fait, finalement, en voyant les travaux, en me penchant sur le truc et en voyant les travaux de Tilassine et de Saïset avant moi, je me suis dit mais oui, bien sûr, en fait, carrément, le propos était assez clair et évident dès le début. Mais oui, complètement inattendu, ouais. Ça a été beaucoup de phases de repérage. Il fallait d'abord prendre connaissance des lieux, faire connaissance avec Thomas, avec Mathilde, savoir où est-ce qu'on allait, dans comment dire, quels axes on pouvait aborder. Comment prendre cette espèce d'entité symbolique qui est Versailles dans la tête des gens, et puis concrètement le bâtiment en lui-même, et comment faire résonner ça littéralement, quoi. C'est-à-dire mettre ça en musique et d'une manière un peu intelligente et moderne. Mais en même temps, il y avait aussi cette espèce d'envie de bousculer un peu le modèle, quoi. Et puis, moi, j'étais un peu pris dans ce truc, c'est-à-dire je me comparais, j'ai forcément comparé vachement les travaux de Saïset, de Tilassine, moi, comment je pouvais aborder le truc, qu'est-ce qu'ils avaient déjà fait, comment eux arrivaient à conjuguer Versailles avec leur identité. Et en fait, moi, j'ai un truc qui est Fakir, c'est très basé sur un rapport à la nature très fort, quelque chose de très un peu world music, quoi, d'aller exploiter des sons qui viennent d'Asie, d'Afrique, etc. Et du coup, Versailles, il y a quelque chose d'extrêmement français, et puis à la gloire des rois, quoi, un truc qui était à l'opposé de ce que moi de mes sources d'inspiration habituelles, presque un truc très presque animiste ou préhistorique, quoi, de rapport à l'humain très instinctif, quoi. Et donc, il fallait retrouver ce truc-là. Et puis, du coup, ça a été rigolo parce que ça a été un vrai challenge. Et au final, je m'attendais à me battre un peu avec le château. Et le but, c'était pas ça. Le but, c'était que ce soit très fluide. Et ça l'a été vachement. J'ai utilisé le château comme une espèce, en plus de sampler tous les bruits de portes, d'horloges, qui sont des choses qui étaient assez évidentes, en fait, finalement, qui allaient un peu de soi parce que c'était la source de bruit la plus apportée, quoi.
J'ai utilisé le château comme une espèce de caisse de résonance aussi, en utilisant les réverbes des lieux, les réverbes des endroits. Et ça, c'était quelque chose de super intéressant. Et d'un seul coup, qui était connecté un plus à mon côté nature, etc. et tout ça, parce que finalement, j'utilisais le matériau, quoi. Enfin, le marbre, la pierre, les tissus, les matériaux qui composaient le château comme étant une espèce de marmite, en fait, dans laquelle j'allais faire mon truc, quoi. Il y a eu d'abord une intuition créative où je me suis dit, bon, je vais d'abord faire une espèce d'esquisse dans mon coin par rapport à ce que ça m'inspire, ce que le château dégage comme truc. En fait, en visitant, en faisant le repérage, en enregistrant les sons du château, etc., je me suis retrouvé à un moment donné dans une espèce d'impasse de création par rapport à ce que j'avais déjà fait juste avant. Et il fallait que ce dialogue avec le château qui s'était mis en place, enfin, ça allait pas en fait. Et du coup, dans la création, le challenge quand on est tout seul aux commandes, c'est d'avoir un miroir en face. Parce qu'en fait, on a toujours besoin de dialoguer, on a toujours besoin d'un dialogue avec quoi que ce soit. Enfin, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose qui nous sert de miroir et qui nous sert à faire des allées et venues entre les mains dans le cambouis et la prise de recul où on se dit, bon, oui, d'accord, là, c'était une bonne idée, ça, c'était une mauvaise idée. Et en fait, là, il y avait finalement, le château m'a servi vraiment de miroir. Et du coup, j'ai jeté à la poubelle ce que j'avais commencé, en fait, tout simplement. Et j'ai recommencé un morceau de zéro que j'ai fait en une après-midi, en fait. Et du coup, ça a été, en une après-midi, j'avais le morceau tel qu'on le connaît aujourd'hui, en me basant sur tous les sons que j'avais enregistrés et le feeling que j'avais, le nouveau truc que j'avais acquis, quoi. J'ai l'impression qu'on a chacun un peu nos méthodes en fonction des artistes. Et moi, je sais que je me base sur un espèce de mélange composé de flemme. C'est un peu l'ingrédient de base. Et puis du fait que je compose chez moi. Donc en fait, il y a de la vie autour de moi. Il y a mon chat, il y a ma copine, il se passe des choses. Et en fait, cette espèce d'alliance-là, je dis la flemme parce qu'on peut penser que c'est un truc très péjoratif, mais finalement, je m'en sers comme d'un outil parce qu'à un moment donné, je ne suis pas quelqu'un d'hyper perfectionniste. Et en fait, ça me sert dans ces moments-là parce que du coup, j'arrive au bout d'une espèce d'idée et je vais me dire, bon, et ben là, je vais faire une pause et je vais faire un café. Et je vais me sortir la tête de ça, parce que je vais pas faire gaffe aux détails et rentrer dans le truc, etc. Et du coup, il y a par moment, en fait, j'arrive à la fin de quelque chose, je vais me faire un café, j'y retourne et je me dis, bah non, en fait, c'est bon, c'est terminé. Et du coup, j'arrive à ne pas m'obstiner à rentrer dans des espèces de méandres et de rouages. Enfin, je vois énormément de proches, potes, artistes, producteurs, musiciens qui se courbouillonnent la rate, j'ai envie de dire, à essayer de chercher le truc qui va bien, le tout petit détail, etc. et passent des semaines à modifier des micro-trucs qu'on n'entend pas, qu'eux-mêmes entendent et sont contents, mais finalement, il y a quelque chose de presque de... Enfin, c'est encore très péjoratif, de masturbation intellectuelle, mais dans le sens de chercher peut-être la petite bête, quoi. Alors qu'en fait, l'idée de base, l'émotion de base, elle est là, elle est construite, et en fait, c'est ça qui va transparaître, en fait. C'est ça qui va imprégner les gens. C'est pas le micro-détail, quoi. Et du coup, j'ai tendance à, moi, pas perdre trop de temps avec ces trucs-là et vite me détacher d'un morceau. Par exemple, le fait de mettre à la poubelle ce que j'avais commencé à faire pour Versailles, ça a été un acte qui était assez facile à faire, justement, basé sur ce truc-là. Un peu, j'étais assez détaché. Je me suis dit, bon, ça ne sert à rien que je m'obstine à essayer de modifier des tout petits détails pour faire rentrer les trucs de Versailles que j'ai enregistrés. Je vais tout recommencer à zéro et on verra bien ce qui se passe, quoi. Symboliquement, c'est très marrant. Il y a un truc hyper insolite et... Moi, je me sentais un petit peu comme une espèce d'intrus, des fois, un petit peu un éléphant dans un magasin de porcelaine, dans le sens un mec un peu bourrin, quoi. Au milieu de tous ces ornements, au milieu de tous ces trucs hyper fins, qui ont traversé des siècles, qui sont du patrimoine, qui sont un machin. Et puis moi, j'étais là un peu grossièrement dessiné, presque, au milieu d'un tableau un peu chouette, quoi. Et du coup, il y avait un peu ce feeling-là, mais ça me faisait un peu rire. Je me disais, oh là, j'aime bien cette espèce de décalage un peu historique. C'était presque un peu ironique, tu vois. J'étais un peu là, bon bah ouais, moi, je suis là avec mes machines un peu technologiques à enregistrer des trucs, les découper dans tous les sens et tout, au milieu d'un bâtiment qui a plein d'histoires et qui est adoré, qui est respecté, qui est dans le monde entier, on connaît Versailles. Quoi. Du coup, c'était quelque chose d'assez pittoresque, quoi. Le château, ils m'ont laissé complètement libre dans la création du truc. Dès le début, de toute façon, je crois que j'avais prévenu un peu Thomas en disant moi, je suis inspiré par la nature. Et du coup, là, je suis vraiment dans un milieu qui m'est pas du tout familier. Du coup, ça va être difficile de suivre des guidelines. Il faut que j'apprivoise le château. Il y a vraiment un délire de Petit Prince avec le renard, quoi.
morceau, du coup, il s'appelle Palace of Time parce que je me suis retrouvé, moi, petit mec moderne, contemporain du 21e siècle, dans ce château qui a des centaines d'années. Et c'était impressionnant. Finalement, tout est un peu dans le titre, quoi, j'ai envie de dire. Je me suis retrouvé confronté à l'histoire, quelque part. Et finalement, à un bâtiment, à une source d'inspiration qui traverse les âges, qui est très ancienne, et à laquelle on a l'habitude d'associer des musiques qui ne sont pas du tout contemporaines ou modernes. Et moi, mon rôle, c'était de faire tout l'inverse de ça, quoi. De prendre ce truc-là, d'en faire quelque chose de très contemporain. Et du coup, bah, c'était marrant, quoi. C'est vraiment cette dualité de l'ancienneté et puis moi, de mon regard un peu nouveau, et puis d'essayer de faire avancer le schmilblick, entre guillemets. C'était quelque chose qui était très intéressant, et finalement, le nom s'est un peu imposé de lui-même. En plus, le fait de pouvoir sampler, d'enregistrer les horloges et tout, les témoins du temps, c'était quelque chose de marrant. D'ailleurs, je l'écrivais l'autre jour parce qu'on m'a demandé une description du morceau, et je trouvais ça assez chouette aussi parce que dans le morceau, on retrouve des bruits de porte, des bruits de pas et des bruits des horloges. Et finalement, il y a quelque chose de pareil, cette espèce de dualité de la porte qui claque, très éphémère, les bruits de pas, les gens qui passent, très éphémères, et les horloges qui sont là, témoins de ça depuis 400 ans pour la plus vieille et tout. Enfin, je trouvais ça hyper cool, quoi, hyper beau. Tous les éléments de batterie, à part la grosse caisse, évidemment, que je pouvais pas faire ou recréer dans Versailles, mais sinon, un peu tous les éléments de batterie viennent du château de Versailles et sont très déformés, etc. Et tout, mais du coup, il y a quelque chose de très percussif, en fait. J'ai utilisé le château comme vraiment un instrument de percussion. Et puis, les horloges rejoignent ce truc-là, parce que finalement, c'est juste des cloches qu'on frappe, en fait, à l'intérieur, les tout petits mécanismes. Donc, il y a eu ça énormément, mais qui servent vraiment dans la partie percussion. C'est pas mélodique, finalement. J'ai l'impression qu'il y a très peu d'éléments mélodiques qui viennent de Versailles. Si j'ai samplé un clavecin, mais il est très, très déformé. Finalement, c'est le son qu'on entend au tout début. Une espèce de nuage, on a l'impression que c'est une espèce de nuage de je sais pas quoi, et en fait ça c'est du clavecin mais très processé, quoi. Et après j'ai utilisé un instrument qu'on appelle un hang ou un handpan que j'ai emprunté à un copain parce que en fait il combinait plusieurs choses que je recherchais, c'est-à-dire que c'était complètement portatif, donc je pouvais le ramener dans Versailles, ça allait rien abîmer, et puis c'était facile à mettre un peu partout. Je pouvais l'enregistrer et enregistrer la réverbération de cet instrument-là, ce qui, moi, me tenait à cœur à fond. Du coup, je pouvais le mettre partout, en jouer, et pouf, j'avais d'un seul coup Versailles qui me servait de caisse de résonance, comme on disait. Et puis, après, j'ai incorporé du piano parce que c'est quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise. Et puis, finalement, je trouvais qu'il faisait le pont plutôt bien entre l'ancienneté du lieu et la modernité. C'est un instrument qui traverse un peu les âges sans que ça vieillisse de tout, le piano. Et puis je crois que aussi après il y a les synthétiseurs, évidemment, qui sont beaucoup plus modernes, et ça c'était un peu la partie là-dessus ça rejoint la vidéo, parce que moi le morceau je l'ai beaucoup écrit en suivant Juliette, qui est la réalisatrice, et qui m'a dit voilà, moi je pense à un plan, je pense que ce serait bien de faire une partie jour, une partie nuit, et que dans cette partie nuit, on bouscule un petit peu, comme si dans la partie jour, c'était nous qui étions dans Versailles, parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon, c'est le lieu il est comme ça, et puis le soleil il éclaire comme ça depuis la nuit des temps, donc on va pas faire grand-chose. Par contre, la nuit, c'était plutôt Versailles qui était à notre service, et il y avait quelque chose de très différent avec l'installation qu'on a fait dans la Galerie des Glaces, avec les LED, le mapping qu'on a fait sur les bassins d'Apollon. Ça, c'était la partie nuit, c'était plus notre royaume, et d'un seul coup, on déformait totalement l'image traditionnelle qu'on a de Versailles. Et je pense que les synthétiseurs répondent un petit peu à ce truc-là dans le morceau, c'est-à-dire ils sont assez peu présents au début et deviennent de plus en plus, ils prennent de plus en plus de place pour à la fin être vraiment le truc lead qui fait que d'un seul coup on a transcendé ce truc de Versailles. Finalement, c'est marrant parce que je l'ai fait sans vraiment réfléchir à ça, mais le morceau commence par le clavecin et termine par vraiment le côté plus dur, électronique, synthétiseur, électricité, quoi. Le morceau était déjà terminé à partir du moment où on a commencé à filmer, en fait. Moi, je lui ai livré un peu un produit, et puis elle ensuite s'est articulée autour de ce truc-là, autour de la musique, pour présenter le truc final à la fin. Après, c'est pas la première fois qu'on bosse ensemble avec Juliette, et il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte, dans le sens c'était assez simple d'échanger avec elle et de savoir où elle allait en venir en fonction de ce qu'elle me disait, quoi. Et je me disais, ah oui, d'accord, ok, elle pense à ça, donc ça va avoir un peu cette tronche-là. Et puis moi, en me le disant, je pense qu'elle s'attendait aussi à ce que je lui balance des trucs derrière, quoi. Juliette, c'est la réalisatrice, du coup c'est elle qui est venue avec moi en repérage pour se dire comment on allait
mettre en image Versailles. Finalement, c'est peut-être elle qui a fait le plus gros travail je trouve, de réadaptation du château, plus que même moi, quoi. Finalement, qui suis venu avec mon gentil micro, enregistrer 2-3 bruits et 2-3 trucs. Juliette, elle a vraiment exploité ce château et qui a fait quelque chose d'archi moderne, etc. Là-dessus, elle a complètement assuré, quoi. Le handpan, c'est un instrument qui est étrangement natif de Suisse. Comme ça, on le voit, on a l'impression que c'est genre tibétain ou je sais pas quoi. Et en fait, pas du tout. C'est une sorte de soucoupe volante à l'ancienne, un petit peu vieux film, avec des espèces de petites cavités en fait autour de la paroi, qui fait que quand on tape un peu dans ces cavités, il y a différentes notes. Donc chaque handpan est accordé selon une certaine gamme, etc. C'est un instrument de percussion qui est pas très compliqué à jouer, en plus qui fait un son très beau, qui se rapproche du steel drum. Il y a d'ailleurs un super artiste qui est aussi un ami qui en joue très très bien, qui s'appelle Clément Bazin, et qui me hurlerait dessus s'il m'entendait comparer le hang avec le steel drum. Mais pardon Clément. J'ai l'impression qu'un bâtiment, un symbole comme ça pourra jamais m'appartenir. Moi, j'ai l'impression d'avoir visité le truc, mais je me le suis difficilement approprié. Il y a eu un moment un peu de vertige comme ça, où à la fin du tournage, on était dans la Galerie des Glaces, et puis il était je sais plus quelle heure, presque minuit, un truc comme ça, et puis on se disait, c'est drôle, on est vraiment pas beaucoup, je pense, à connaître cet endroit à cette heure-là, avec le mood dans lequel on est, quoi, à démonter Et ça, c'était un peu, vraiment, je pense, le comble un peu de cette espèce d'ironie, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là, nous, cette bande de jeunes qui bricolons notre truc, tu vois, dans ce château énorme. Mais je pourrais jamais me l'approprier, quoi. C'est quelque chose, je suis passé là-dedans comme une espèce de courant d'air, comme l'ont fait des centaines de milliers de personnes, de millions de personnes avant moi depuis qu'il est construit, quoi. Je suis juste un espèce de grain de sable comme ça. Mais c'est beau, moi je trouve ça chouette, justement, cette espèce de trucs très éphémères, très... les vanités de l'homme, quoi. On est là, on arrive, on passe, on s'en va et tout, puis lui il est là pour poser, il nous voit faire, et puis il est un peu à se marrer dans son coin, je pense, à se dire, qu'est-ce qu'ils font encore avec ma Galerie des Glaces, là. Je pense que ça ouvre une porte incroyable sur plein de choses. Et de toute façon, toutes les expériences un petit peu comme ça, un peu étranges de jouer ou de produire dans des lieux un peu spéciaux, à chaque fois m'ont donné cette espèce d'entre-aperçu de ce que ça pourrait être, de jouer dans quelque chose de encore plus étrange, encore plus insolite. Quand on joue dans des lieux comme ça, le lieu devient une sorte de public. On se met en tant qu'artiste au service du lieu. Les salles de concert ou les trucs comme ça sont le plus neutre possible pour qu'on puisse nous venir avec notre scénographie et l'habiller comme on veut. Alors que quand on se met à jouer dans des lieux très anciens, qui ont une histoire, qui ont un passé comme ça, on devient un peu vraiment l'essence du musicien, le troubadour, qui se balade de lieu en lieu en présentant ses chansons, et puis qui demande la petite pièce à la fin, et puis après qui s'en va vers un autre château, et puis jouer ça au seigneur du truc, quoi. Et j'avais l'impression de retoucher du doigt cette espèce de truc-là, et c'est super, en fait. C'est un truc super chouette, quoi. Du coup, oui, ça m'a donné carrément envie d'essayer de faire ça encore dans des lieux. Après, comme je disais un peu au début, je suis très lié à la nature et du coup, il y a quelque chose j'ai envie peut-être de tenter de faire ça dans des lieux naturels un petit peu fous. Allier ce truc, ce serait peut-être le prochain objectif, allier ce truc, cette espèce d'histoire très profonde, un lieu historique très profond, mais assez naturel, ou réenvahi par la nature, en fait. Ça, ce serait quelque chose qui me ferait vraiment... qui me plairait beaucoup, ouais. Pour recontextualiser un morceau, on peut juste se baser sur la scénographie qu'on a amenée, sur les jeux de lumière, etc. Et en fait, finalement, on doit faire beaucoup avec des moyens assez limités. Et évidemment, il y a une espèce d'envie de rendre ça comme peuvent le faire... les metteurs en scène au théâtre ou à l'opéra, en fait, qui construisent des décors entiers qui vont servir juste une scène, mais en fait, il y a quelque chose de tellement chouette et de tellement immersif là-dedans que ça donne envie, quoi. Ça donne envie de faire ça dans le monde de la musique. Après, ça dépend aussi des styles musicaux. J'ai l'impression qu'il y a certains styles qui s'y prêtent moins, ou qui, en tout cas, en ont moins besoin, mais j'ai l'impression que la musique instrumentale et la musique électronique particulièrement, parce qu'il y a moins d'instruments justement, elle a besoin de ce contexte-là. Et puis c'est pas pour rien d'ailleurs si la plupart des DJ ou des producteurs se produisent avec de la vidéo derrière, quoi. C'est qu'il y a un besoin de décor en fait, un besoin d'image par-dessus, quoi. Au niveau de l'inspiration, les jardins ils m'ont vraiment servi.
Et ils m'ont permis d'aborder le château sous cet angle-là et du coup d'en venir en fait au château beaucoup plus facilement. Et de me dire oui, ok, mais en fait c'est cool parce que j'ai mes jardins, enfin j'ai ma nature, j'ai ma caution nature qui est là, qui est présente et qui est chouette. Et du coup le château me paraît plus accessible aussi en allant de ce biais-là. En plus c'est rigolo parce que finalement les jardins, le château il a servi de plein de choses. Il a servi d'abord de résidence, ensuite il a servi d'un peu de musée. Et puis en fait, il est resté musée quoi. Et les jardins sont restés jardins. Il y a un truc très de base, ils ont été un peu faits comme ça et ils sont restés comme ça. En plus, c'était rigolo dans les canalisations en se baladant. Ils nous disaient que voilà, les tuyaux en fonte restaient en fonte et resteraient en fonte parce que c'est comme ça. Et du coup, il y a quelque chose de très qui a complètement traversé les âges à l'identique de la conception quoi, que je trouvais très cool. Mais oui, les jardins, en fait, c'est vrai que j'en parle pas depuis le début, mais en fait, c'est idiot d'oublier ça. Ça a été vraiment moi le premier truc sur lequel je me suis penché, c'était me dire ok, c'est pas ça qui va me servir de matière sonore, mais ça m'a servi de marchepied pour accéder au château et puis d'inspiration et puis visuel aussi, parce qu'il y a un gros bout du clip qui est ce qui se passe à l'extérieur quoi. Enfin, moi, je voulais remercier les équipes de sécurité de Versailles qui ont été super cool avec nous, en fait, de nous ouvrir le château, d'être restés jusqu'à tard, de nous avoir aidés à pousser la voiture qui était en panne de batterie quand on est reparti du Bosquet. Ça, c'était une des anecdotes un peu aussi. Et non, là-dessus, ils ont été hyper sympas, hyper pas du tout, galère. Ils nous ont trimballés dans leur petite voiturette quand on leur demandait. On pouvait laisser le matos à l'intérieur. Enfin, pour le coup, ça a été un bonheur de bosser avec eux. Et puis toute l'équipe de la com de Versailles, j'imagine que c'est un peu comme ça que vous vous appelez, non? qui ont monté le truc et puis qui nous ont poussé. Et puis finalement, on sentait bien qu'on avait le champ libre pour faire vraiment ce qu'on voulait. Et ça nous a vachement aidé à installer un esprit hyper chouette, hyper détendu, quoi. C'est clair, c'est trop important. C'est un morceau qui va pas faire partie de mon album, qui est un peu une bulle, une entité à part, mais c'est la première prise de parole un peu qui rentre là-dedans, quoi. Je suis très content de tout ce qui se met en place autour et de comment on va prendre la parole. Et puis, en plus, ce qui est très chouette là-dedans, c'est que ça précède en fait le démarrage de ma campagne de mon 4e album. C'était une super expérience, c'est super chouette de reprendre la parole après un moment où moi je me suis un peu... après le confinement, finalement, et de faire cette première sortie et de ce premier truc en sortant de toute cette espèce de marasme avec ce beau château, enfin quelque chose de très flamboyant comme retour sur scène et je trouve ça très chouette. Et puis c'était hyper intéressant, c'était une super ambiance, on a été hyper bien accueillis et puis je suis content aussi quelque part dans mon fort intérieur d'avoir bousculé un peu l'image qu'on a d'un symbole pareil quoi.
Merci à tous d'avoir écouté ce récit et de vous être plongés dans les coulisses de cette création musicale. Nous espérons que cela vous a ravi les oreilles. Pour allier le son à l'image, retrouvez le clip de Palace of Time sur la chaîne YouTube du Château de Versailles et les photos du making-of sur le site www.chateauversailles.fr. Vous pouvez également retrouver les autres musiques de Fakir sur sa chaîne YouTube et sur les plateformes d'écoute musicale. Ce podcast vous a été proposé par le Château de Versailles avec la participation de Fakir.